Bienvenue dans un nouvel épisode, les héros de la vente. Dans cet épisode, j'invite Arnaud Cagne d'Iconoclass. Iconoclass est une école de vente qui réinvente la formation des commerciaux. Nous allons parler avec Arnaud de l'animation d'une équipe commerciale. Nous allons aborder les fondamentaux de l'animation commerciale, la différence entre le recrutement d'une équipe et la prise en charge d'une équipe existante, l'importance des KPI, des OKR et du playbook de vente, et enfin nous allons aborder les différents leviers de motivation d'une équipe. À la suite de cet épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la Vente, à aller visiter notre site web vive.fr si vous voulez entraîner vos commerciaux par l'enregistrement de leur rendez-vous par visioconférence, et enfin, je vous invite à consulter notre playbook de vente sur notre site vive.fr. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de VRteach. VRteach est un nouveau service qui a été créé par Paul-Jacques Moreau, qui est déjà passé dans le podcast, qui permet d'accompagner et de former les entreprises dans l'intégration et l'utilisation de la réalité virtuelle et du métaverse pour communiquer différemment avec vos clients et vos collaborateurs. VRteach va vous permettre d'organiser des réunions virtuelles d'équipe, des suivis de formation, des rendez-vous en face-à-face, non pas par visioconférence, mais en 3 dimensions, avec la réalité virtuelle, et de faire vivre une expérience inoubliable à vos clients pour vous démarquer de la concurrence. L'essayer, c'est vraiment l'adopter. Vous allez être bluffé par l'expérience immersive de VRteach. Je vous mets les notes en commentaire du podcast et je vous invite à tester. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Cagne. Arnaud, bonjour. Oui, bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Écoute, très bien, ça fait un moment qu'on veut le faire cet épisode, donc je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. Ça fait un moment, ouais, effectivement. Je pense que ça fait quelques mois qu'on essaye de trouver un créneau pour le faire, donc ravi d'être là avec toi. Ouais, ravi aussi. Arnaud, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, donc moi je suis Arnaud Cagne, je suis Country Manager France chez Iconoclass, et Iconoclass c'est une école qui forme au métier de la vente, voilà. Ouais, on en a parlé beaucoup dans ce podcast. Le déficit des études pour apprendre à être commercial en France est assez important. C'est-à-dire que les écoles de commerce aujourd'hui ne forment pas vraiment à la vente, mais plutôt au marketing. Et on voit apparaître depuis quelques années des nouvelles écoles dont Iconoclass fait partie, où là, en fait, votre parti pris, c'est de former aux nouvelles techniques de vente. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le module en fait ? C'est on rentre chez Iconoclass, on y passe combien de mois et on sort de là et on est efficace pour être business dev ? Alors, effectivement, c'est une école qui forme au métier de BizDev de manière générale, donc au métier de commercial en bon français, en 4 mois. Et le principe, c'est que peu importe ton bagage académique, peu importe l'âge que tu as, peu importe tes finances, nous, ce qui compte, c'est la motivation et l'engagement que tu vas avoir pendant les 4 mois pour apprendre ce métier. Et ensuite, on va former pendant 4 mois avec que des professionnels, des intervenants professionnels, des CEO, des Head of Sales, des VP Sales, des BizDev développeurs, des CAM, etc., qui vont venir, qui vont donner leurs techniques, leurs méthodes, etc. Et surtout, on va les mettre en application avec nos partenaires. Par exemple, la semaine dernière, il y a Sunday qui est venu et on a pris 90 rendez-vous en prospection pour Sunday. Voilà, c'est un exemple de ce que l'on fait pendant les 4 mois. Et on couvre l'intégralité du cycle de vente, la partie prospection avant-vente, la partie vente découverte, argumentation, négo, closing et la partie gestion de compte. Ouais, Sunday va passer, c'est Enzo que tu as eu, il va passer dans le podcast très prochainement. Bon, voilà, effectivement, ouais. Entre autres Enzo. Ok. Et c'est principalement des profils plutôt de chasseurs, prospecteurs qu'on appelle SDR dans le monde des startups, ou c'est des profils qui peuvent aussi être des account managers, des commerciaux grands comptes Alors, comme c'est pour une grande partie d'entre eux des juniors purs, certains qui n'ont aucune autre expérience professionnelle, etc., ils vont aller
plutôt sur des postes type SDR ou inside sales, dans lequel ils vont avoir une partie finalement prospection et vente. Et on va aussi avoir des profils qui, eux, ont déjà eu des expériences professionnelles, pas forcément dans la vente, mais des expériences de relations clients, etc., peu importe. On va avoir des gens qui vont être account managers, des key account managers, des sales ops, etc. Je donne un exemple, mais il y a Thibaut de la promo 3. C'était un ancien prof d'EPS au collège. Et quand il est sorti, il est rentré cam chez Up2. Et ça se passe super bien et il cartonne, etc. Donc vraiment, on a des profils qui peuvent être totalement éloignés de la vente et pourtant avoir des postes et être performants à la sortie au bout des 4 mois. Ouais, CAM, pour ceux qui ne savent pas, c'est Key Account Manager, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, il s'occupe des comptes clés sur la région de Bordeaux pour la société Up2, qui est spécialisée, entre autres, dans la chasse et le placement de sales. Ouais. Et justement, comme aujourd'hui le marché des commerciaux est assez pénurique, j'imagine que à la sortie de leurs études, donc à la sortie d'Iconoclast, vos étudiants que tu appelles les e-commerce arrivent Ouais, à trouver exactement. du travail assez rapidement, j'imagine. Alors, nous, on a une promesse, c'est qu'ils ne payent leur formation qu'à partir du moment où ils ont un CDI. Et Ok. donc, forcément, on les accompagne aussi dans le fait de rechercher et de trouver des CDI. Et aujourd'hui, on a 98% des e-commerce qui ont un CDI au bout de 3 mois et 100% au bout de 6 mois. Ok, très, très intéressant. Donc on peut te contacter soit si jamais on veut rentrer dans ce parcours des 4 mois d'Iconoclast, ou soit si on est à la recherche de commerciaux à embaucher. Exactement. Exactement. Il y a forcément quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner et vous répondre sur les deux sujets, entre autres. Ok, très bien. Alors aujourd'hui, on va pas parler d'Iconoclast, même si on en a parlé un peu. On va pas parler de formation des commerciaux, puisque là aussi, on a déjà brossé le sujet dans le podcast. On va plutôt parler du sujet de l'animation d'une équipe commerciale et notamment comment animer cette équipe. Parce que forcément, toi, tu as une équipe commerciale, tu as aussi eu cette expérience-là de manager, et en plus, tu places des gens dans des équipes qui vont devoir aussi être managés. Pourquoi tu voulais qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, Arnaud? Effectivement, en fait, dans mon parcours professionnel, j'ai pas toujours été commercial, j'ai pas toujours été même manager. J'ai démarré, je suis ingénieur en électronique, donc tu vois, très loin du métier de commercial. Ensuite, j'ai commencé à manager des gens sur la partie technique. Ensuite, j'ai switché sur la partie commerciale et j'ai mis 5-6 ans avant de commencer à manager des équipes commerciales. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, notamment, de voir différents types de management d'équipes commerciales et des managements qui fonctionnent, des managements qui sont plus compliqués. Et ceux qui fonctionnent, c'est ceux où l'animation et l'envie de travailler en équipe commerciale et pas de manière uniquement individuelle, etc., était le plus fort. Et je pense que c'est un élément qui est souvent oublié. On a toujours tendance à dire c'est un métier de compétiteur, etc. C'est vrai. Bien sûr qu'il y a l'idée d'être le premier, celui qui vend le plus, etc. Il y a toujours un peu ce schéma-là. Mais en réalité, il y a aussi comment est-ce que je fais pour avoir une team soudée, unie, qui avance dans le même sens, qui a envie de travailler les uns pour les autres. Parce que si j'en ai un ou une qui est plus en difficulté sur un deal, sur un sujet particulier, et que j'en ai un autre qui est capable de l'aider, c'est peut-être pas moi le manager qui va l'aider, mais ça va peut-être être le collègue d'à côté qui va l'aider. Et pour ça, c'est aussi dans l'animation commerciale, c'est aussi dans le management de la team que ça se travaille. Et donc, je pense que c'est un sujet, en tout cas pour moi, important pour avoir une team à la fois performante et à la fois, on sait qu'on a un turnover qui peut être important sur les métiers de commerciaux. Et je pense que c'est important de travailler cet esprit d'équipe et l'animation de l'équipe pour essayer de conserver les talents, comme on dit, d'un point de vue RH. D'accord, très bien. Donc,
Le but de cet épisode, c'est de vous donner des conseils pour mettre en place des choses dans vos équipes commerciales et notamment mettre en place des choses qui vont rendre performante votre organisation. On va se mettre à la place de quelqu'un qui est embauché pour manager des commerciaux, alors des commerciaux qui sont déjà en place ou aussi un poste où on va devoir recruter. C'est quoi on va dire, le premier prérequis selon toi pour avoir des bonnes bases? Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet quand tu as des gens qui sont déjà en place et le sujet quand tu vas recruter. Je vais commencer par celui où on recrute et ensuite on va expliquer une fois qu'on a une team qui existe voilà, en tout cas quand il y a une team, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je fais après. Déjà dans le recrutement, il y a il y a deux choses qui pour moi sont primordiales. On dit souvent et on entend parler régulièrement quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je pense que c'est vrai. Malheureusement, on a de plus en plus de contraintes. Un business model, un business plan qui dit que à fin mars, je dois avoir 7 nouveaux commerciaux, qu'à fin avril, je dois en avoir 19 et qu'à fin juin, je dois en avoir 42. Forcément, on a des besoins de recrutement qui sont de plus en plus importants, etc. Et on a tendance à dire, bon, bah, si je les ai pas, ça va être compliqué, je vais pas faire les objectifs, etc. Donc, on recrute. Il y a deux manières de recruter. Il y a ceux qui vont recruter des promotions. J'ai eu ce matin un client qui me disait que lui, il recrutait tous les mois des promotions qui démarraient le premier de chaque mois avec entre 10 et 20 commerciaux tous les mois qui arrivaient. Sauf qu'en réalité, à la fin, il en garde 3-4 sur les 20. Et puis, il y a ceux qui vont recruter non pas par promotion, mais qui vont recruter au compte-gouttes. Et en fait, dans ces moments-là, le gros risque, c'est de recruter pour faire les chiffres. C'est-à-dire de recruter pour dire, bah, il y a écrit dans le BP que je dois en avoir 7, je recrute pour avoir les 7. Moi, je pense, et j'ai failli faire, entre guillemets, l'erreur il y a encore pas si longtemps, alors que pourtant c'est quelque chose qu'on se dit régulièrement. On a besoin de monde, etc. Mais en fait, si c'est pas la bonne personne, s'il y a un truc qui nous gêne, qui nous dérange, etc., faut surtout pas hésiter à se dire, en fait, non, ça correspond pas à ce qu'on veut. OK, on arrête. Déjà, ça, c'est un premier point qui est compliqué en termes de recrutement, mais qui permet vraiment de se dire, OK, je recrute que les gens dont je suis vraiment sûr, etc. Ensuite, à partir du moment où ils arrivent, il y a la période d'onboarding. Et sur la période d'onboarding, il y a plein de choses à mettre en place. Je reparle juste après. Mais il y a plein de choses à mettre en place déjà pour les mettre dans des bonnes conditions, etc. Ça donne aussi des bons indicateurs sur comment est-ce qu'ils vont travailler dans l'équipe commerciale, etc. Mais surtout, il y a un point qui est important, c'est que à partir du moment où la personne est là et on se rend compte que finalement, pour une raison X ou Y, ça va pas faire l'affaire, il faut surtout pas essayer d'attendre et de dire non mais peut-être que si je la forme mieux, si je prends un peu plus de temps avec elle sur ça, elle va y arriver. Je pense que si à un moment on se dit en fait là c'est compliqué, il faut presque se dire ok on arrête maintenant et tant pis, je retrouverai quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça évite de perdre du temps. J'avais fait un post sur LinkedIn où j'avais expliqué qu'un mauvais recrutement coûtait 33 000 euros. Alors, c'était pas coûter 33 000 euros, mais en gros, engendrait un non-gain de 33 000 euros. Et donc, forcément, c'était un coût caché pour l'entreprise. Plus tôt on le sait, moins ce coût est important. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est pour les gens qui sont en place dans l'équipe. Je trouve que ça a un gros avantage, c'est qu'on donne des bons indicateurs en disant, regardez, si la personne, elle ne correspond pas finalement au profil de sales dont on a besoin, etc., bah, on va pas la garder. Et donc, si vous êtes là, vous, aujourd'hui, c'est que vous correspondez au profil que l'on veut, c'est que vous êtes performant, etc. Et donc, on a plutôt tendance à conforter les gens en leur disant, OK, tu fais du bon job, tu as raison et c'est cool que tu sois là. Et donc, il y a un côté un peu motivant à se dire, OK, je suis pas là juste parce que c'est cool, je suis là et c'est un peu sélectif le fait d'être là et donc le fait d'être dans cette team, c'est relativement motivant et engageant. Donc ça, c'est le point sur la partie recrutement. Juste une question, Arnaud. Donc, tu nous as parlé effectivement
le recrutement, l'onboarding et savoir couper la personne si elle ne convient pas. On sait Ouais. que pour qu'un commercial soit efficace, il faut quand même une période on appelle ça le ramp-up, c'est-à-dire une période où Ouais. ils deviennent compétents. Ça correspond souvent à la période d'essai d'ailleurs, hein. Toi, est-ce que tu mets en place quand même des objectifs un peu chiffrés dès le début pour Oui. voir déjà si on arrive à, même si la personne n'a pas beaucoup d'expérience dans l'entreprise, elle arrive à atteindre ses objectifs qui peut être, on va dire, plus raisonnable que les objectifs Ah, qu'elle aura. ils sont beaucoup plus faibles Ouais. que les objectifs en phase Nominal. nominale, c'est évident. Et ils sont pas forcément les mêmes. Typiquement, tu peux avoir en début, quand tu arrives, uniquement des objectifs, par exemple, de prise de rendez-vous. Peu importe si les deals sont faits, peu importe s'il y a de la génération d'opportunités, etc. Déjà, va chercher du business et essaye de générer un maximum de deals. Donc, tu vas prendre des rendez-vous. Ensuite, tu vas dire, bon, bah, OK, si tu arrives à prendre ces X rendez-vous, qui est pas le nombre de rendez-vous nominal dans 4, 5, 6 mois, mais qui est le nombre de rendez-vous attendus en phase de démarrage d'une activité. Ben, le deuxième mois, tu vas augmenter le nombre de rendez-vous et en parallèle, on va commencer à dire il faut que sur ces X rendez-vous, tu prennes la moitié de demandes de devis. Et puis sur ces X demandes de devis, le mois d'après, il faudra qu'il y ait 25% qui soient closés et ainsi de suite. Et puis, toi, tu sais qu'en phase nominale, il va devoir faire, je dis n'importe quoi, 8 rendez-vous dans la semaine. Sur ces 8 rendez-vous, il faut qu'il ait 4 demandes de devis et sur les 4 demandes de devis, il faut qu'il en ait 3 qui soient signés. Bon, ok, en fait, ça, c'est la phase nominale, mais au début, tu vas lui demander de faire 4 rendez-vous par semaine et puis, au fur et à mesure, d'aller augmenter. Donc, oui, bien sûr que tu fixes quand même des objectifs, ne serait-ce que pour lui, savoir comment il se positionne. Et deuxièmement, toi, avoir quelque chose qui est systématique pour tous les profils et qui va permettre de dire, quand tu arrives, voilà le ramp-up qu'on attend. Et donc, pouvoir aussi individuellement savoir si les personnes, elle est dans les clous ou pas dans les clous. Je te donne juste un exemple. Il y a de ça 6-7 ans, chez Assembly, je recrute une personne qui avait déjà de l'expérience sales et elle démarre et elle fait tous les KPI qui vont bien. Franchement, tout était parfait, etc. Le seul point, c'est le closing. Il y avait aucun deal qui closait, mais aucun. Et quand je faisais tous les débriefs, etc., à chaque fois, c'était bon. À chaque fois, je me disais, OK, là, il n'y a pas de raison, ça va closer, etc. Et au bout de 5-6 mois, ça close pas. Et moi, j'ai mes co-founders qui viennent me voir et qui me disent, Arnaud, lui là, c'est plus possible, on peut pas le garder. Tu es en train de me dire que il va surperformer, mais en fait aujourd'hui il se passe rien. Et là je me suis battu. Là je savais que j'avais quelqu'un qui était performant, c'est-à-dire que dans les KPI il était dedans, il manquait juste la partie closing, donc on avait un peu de travail à faire là-dessus. Et après dans la technique, etc., tout ce que j'entendais était bon. Donc je me suis dit ok, je vais me battre. On a fait le taf et juste à la fin de sa période d'essai, je sais pas, comme un déblocage, il a commencé à signer. Et à partir du moment où il a signé, après, c'était de la surperformance tous les mois. Mais juste, oui, il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué parce que juste avec les KPI, c'est pas suffisant. Il y avait aussi un moment, le rendu de ce qui était produit. Est-ce que c'était efficace, performant? Est-ce que c'était, on va dire, techniquement ce qu'on attendait, etc. La réponse était oui, donc je me suis battu pour le garder. Ouais, donc on voit bien que c'est important de mettre en place ces KPI dès le début pour suivre la progression de la personne que tu vas recruter. On va en reparler des KPI. Je t'ai coupé à un moment donné parce que tu nous as donné un peu les prérequis à avoir quand tu recrutes quelqu'un. Tu voulais peut-être aussi aborder les prérequis quand tu arrives et que tu as déjà une équipe en place? Ouais, quand tu as une équipe en place, il y a une phase, un peu, quand tu arrives et qu'il y a déjà une équipe, il y a une phase un peu d'observation. Tu vas pas arriver en disant: «Bon, je vais tout casser, tout ce qui se passe» et cetera. Donc, là, j'ai plutôt tendance à dire: «OK, on va étaler et on va voir un peu, comment ça se passe, qui fait quoi et cetera». Là, beaucoup de shadowing. Vraiment aller écouter tout le monde, aller sur
sur plein de rendez-vous, aller écouter les sessions de prospection, etc. pour s'imprégner un peu de leur manière, leur technique, etc. Voir s'il y a un playbook. Entre le playbook et la réalisation, tu sais, c'est comme le code de la route et quand on t'apprend à conduire, il y a quelque chose qui dit il faut que tu mettes le clignotant et que tu regardes dans ton rétroviseur avant de commencer à tourner. La réalité, c'est que parfois, tu as tellement l'habitude de conduire que tu vas mettre le clignotant, mais tu vas oublier de regarder. Parfois, tu vas regarder, mais tu vas oublier le clignotant, etc. Là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que toi, tu y vas, tu dis, OK, ça, c'est ce qu'il y a de théorique, c'est le playbook, s'il existe. S'il n'existe pas, c'est quoi les méthodes que vous mettez en place? Et puis ensuite, tu vas observer pour voir comment ça se passe. Et puis, une fois que tu as observé, après, tu peux proposer des solutions d'amélioration, etc. Parce que si tu arrives et que tu veux déjà tout casser, en général, ça se passe pas très bien. Donc voilà. Et puis faire étape par étape. Et puis là, individuellement aussi, aller chercher les bonnes pratiques chez les uns et les transmettre entre eux, parce que c'est souvent que entre collègues, ils voient juste le niveau de performance, mais ils voient pas forcément ce que fait bien l'un ou l'autre dans la team. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps d'être tout le temps tous ensemble, d'écouter ce qu'ils font, etc. Et donc, je sais pas forcément ce que mon collègue fait de bien. Je vois juste que parfois, il a des meilleurs résultats que moi sur ça, ou il est meilleur en termes de closing. Et moi, j'ai plutôt tendance à négocier, etc. Mais je comprends pas forcément pourquoi. Et le rôle du manager quand il arrive, c'est aussi de pouvoir remettre à plat certaines choses en disant c'est cool, lui est comme ça, elle est top sur ce truc-là, et on repartage des bonnes pratiques, etc. OK, très bien. Je reviens juste aussi sur le thème de l'onboarding. Alors, j'ai fait un épisode, il y a 1 an ou 2 ans maintenant déjà sur l'onboarding et on a passé 1 heure à essayer de voir les bonnes pratiques de l'onboarding. Toi, de manière synthétique, pour toi, pour réussir un onboarding, c'est-à-dire les premières semaines, de quelqu'un que tu recrutes, quelles sont les choses selon toi qu'il ne faut pas louper, qui vont être vraiment, importantes à mettre en place, quand on recrute quelqu'un? Je pense qu'avoir un playbook, c'est facilitant Ouais. quand on arrive pour un sales, d'avoir à l'intérieur un maximum d'informations sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qui sont les concurrents, qui sont nos clients, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois dire, comment se passe un rendez-vous, etc. Enfin voilà, avoir le maximum d'informations pour plonger dedans. Ensuite, mettre en place des roleplays, etc. Et de mise en situation au maximum pour s'entraîner. Et puis ensuite, aller faire du shadowing avec les autres membres de l'équipe pour se rendre compte de ce que c'est. Euh, Moi, je me souviens, un de mes onboarding les plus compliqués et pourtant qui a fonctionné, hein, mais quand je suis arrivé chez Wisely, j'avais pas encore démarré que mon boss m'a emmené sur un rendez-vous. Et quand j'arrive au rendez-vous, donc moi, j'avais jamais pitché quoi que ce soit, enfin voilà. Et je suis arrivé et lui s'est installé face au client. Il a dit non, mais aujourd'hui je fais rien, c'est Arnaud qui fait tout. Et et je suis parti. J'avais jamais vu un rendez-vous, je savais même pas réellement ce qu'était le produit, etc. Enfin voilà. Donc c'était un peu, il m'avait envoyé au casse-pipe. Et là c'est back to basic. Ok, on reprend nos basiques et on essaie de comprendre qui est-ce que j'ai en face de moi, etc. Mais en fait ça a forgé. Et je me suis dit ok. En fait, voilà ce qu'il attend de moi, voilà ce qu'il veut entendre, etc. Et ça m'a permis aussi de mettre en place certaines choses sur le recrutement des nouveaux sales, en disant vous allez passer par une phase où vous allez aller en rendez-vous, et c'est pas forcément des rendez-vous faciles parce que vous n'avez pas toute la technique, mais au final c'est aussi comme ça que vous allez apprendre. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire dans l'onboarding qui sont importantes, mais Ouais. le playbook, des roleplays et faire du shadowing, pour moi c'est les 3 points les plus importants sur la partie sales, parce qu'après, il y a plein d'autres choses pour la vie de la boîte, etc. Mais sur la partie sales, les 3 choses les plus importantes. OK. Bon, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui partent un peu de loin, sachez que sur le site vive.fr, vous pouvez télécharger un playbook qui peut vous servir de modèle
Et pour les roleplay et le shadowing, vous pouvez tester aussi ma technologie Vive, ça vous aidera à mettre ça en place. On va parler aussi, Arnaud, à un moment donné, on les a évoqués, mais les fameuses KPI, donc Key Performance Indicators, donc c'est en gros les objectifs que le commercial va avoir. Ça, donc tu les mets, j'imagine, très rapidement en place. Comment tu utilises les KPI pour animer ton équipe? Alors, il y a 2 choses sur les KPI. Il y a les KPI dont on a parlé sur la partie onboarding. Là, c'est fait à la fois pour moi mesurer la performance commerciale et la manière dont ils évoluent sur les premiers mois sur lesquels ils arrivent sur le poste. Et le deuxième intérêt pour eux, c'est aussi de voir l'évolution en se disant: «Ah, ce mois-ci, je suis meilleur que le mois dernier. Je fais plus de génération de devis, je fais plus de closing, et cetera». Donc, ils voient les choses évoluer. En termes de motivation, c'est forcément plus intéressant que si je leur dis tout de suite: «Il faut que tu fasses 150 000 de signatures et il faut que tu aies 42 deals dans le pipe à la fin du mois». Parce que là, c'est plus compliqué. Mais ça, c'est la première chose sur les KPI, sur la phase d'onboarding. Et le deuxième point intéressant des KPI sur la partie, on va dire, nominale et classique de la vie d'un sales, il y a les KPI qui servent à mesurer on va dire la performance et voir où peut s'améliorer individuellement chacun des sales. Moi, je mesure j'ai plein d'endroits où j'ai des KPI. Le nombre de calls que tu fais engendre combien de rendez-vous. Le nombre de rendez-vous engendre combien de deuxièmes rendez-vous. Le nombre de deuxièmes rendez-vous, qui sont des rendez-vous démo, des rendez-vous d'argumentation, peu importe, engendre combien de propositions et ainsi de suite. Tout ça, je le mesure. L'intérêt, c'est quoi? C'est que je peux avoir 2 personnes qui font leurs objectifs ou qui ne font pas leurs objectifs, mais qui vont parfois avoir besoin d'améliorer à des étapes différentes. Je vais en avoir certains, ils vont peut-être faire 100 calls pour prendre un rendez-vous. En revanche, le rendez-vous, dans 80% des cas, il va signer. OK, c'est cool. Et puis, je vais avoir certaines personnes qui vont me prendre 20 calls et qui vont générer un rendez-vous, sauf qu'il va leur falloir 4 rendez-vous pour signer un deal. Et donc, forcément, je vais pas les manager de la même manière parce que ils vont pas travailler les mêmes choses pour améliorer leur performance. Donc, eux, en termes de formation, en termes d'évolution, etc., c'est intéressant pour eux d'avoir des KPIs juste pour savoir où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer en parallèle avec forcément la vision du manager. Ça, c'est la première chose. Et puis, le deuxième intérêt des KPI, c'est de faire un lien entre les objectifs de l'entreprise et la réalité du terrain. En gros, demain, on peut très bien me dire: Arnaud, je sais pas, il faut que 50% de nos clients soient des nouveaux clients qui n'aient jamais eu une interaction avec Iconoclast. OK, très bien. Dans mes KPI, je vais aller mesurer ces éléments-là en disant: ça va être un élément de performance qui va être intéressant à mesurer puisque c'est un objectif de l'entreprise que d'avoir 50% des clients qui n'ont jamais interagi avec nous par le passé. Donc, ça veut dire qu'il va falloir générer plus d'opportunités depuis de la prospection plutôt que de l'inbound, etc. Enfin, voilà, pas mal de choses comme ça. Donc, ça drive aussi en termes d'activité ce que chacun va devoir faire en utilisant les KPI. Ouais. Est-ce que toi, tu es partisan sur les KPI de revoir un peu la tenue et les stats en fait des commerciaux régulièrement, de manière hebdomadaire ou quotidienne ou mensuelle? C'est quoi un peu toi ce que tu as vu, ce qui fonctionnait bien ou au contraire qui était plutôt contre-productif? Alors, je pense que les suivre, c'est intéressant. En tant que manager, les suivre de manière hebdomadaire, déjà, ça donne une bonne indication sur la semaine qui s'est passée. Est-ce que c'est une bonne semaine? Est-ce que c'est une semaine qui a été plus compliquée pour telle ou telle raison, et cetera? Donc on peut avoir plein d'informations en le suivant de manière hebdo, de manière quotidienne. Je trouve que
Franchement, Un un peu peu lourd. trop, ouais, un peu lourd. Et puis on arrive à du micromanagement, tu vois, quand on fait ça. Donc, je trouve que c'est pas forcément intéressant, mais de manière hebdomadaire sur la team, ça donne déjà une bonne notion de comment s'est passée la semaine. Moi, j'ai, par exemple, aujourd'hui chez Iconoclast, tous les vendredis, on a un message sur Slack, la messagerie interne, qui part avec les KPI de la team en disant voilà ce qu'on a fait de manière générale, pas du tout individualisé, hein, mais juste voilà les performances de la team cette semaine. En fait, ça permet juste d'avoir ah tiens c'est une bonne semaine, ah c'est une semaine où ça a été moins bien. Voilà, on donne juste une tendance de manière générale et comme ça tout le monde, pas que les sales, mais vraiment tout le monde dans la team est au courant le vendredi soir de comment s'est passée la semaine. C'est un truc que j'ai récupéré de chez Xerox. Quand arrivait le vendredi soir, au début, c'était ma hantise les vendredis soirs, parce que tous les vendredis soirs, la directrice générale, elle mettait tout le monde à son bureau. C'était un grand open space. Elle venait avec un feutre Velleda et elle nous tendait le feutre en nous disant qu'est-ce que tu as signé cette semaine et va le mettre au tableau. Et autant te dire que moi, pendant 3-4 mois où j'ai pas signé 1 euro, tous les vendredis soirs, c'était l'enfer de Ah ouais. voir tout le monde qui se levait et qu'elle allait mettre son nom et le montant des deals de la semaine signée, c'était un enfer. Mais ça avait cet avantage-là, ça donnait un peu le pouls de la semaine en disant ah tiens c'est une bonne semaine, etc. Et puis tu avais les bonnes surprises, ceux qui t'annonçaient que ils avaient fait un gros deal dans la semaine, bah ça mettait une bonne énergie, etc. Et en fait ça permettait de redémarrer la semaine. Tout le monde était le lundi ultra motivé en disant putain on a fait une bonne semaine la semaine dernière, vas-y c'est parti quoi. Donc je pense que hebdomadaire c'est intéressant pour tout le monde. Et puis après, en revanche, sur la modification des KPI, etc., là, je suis plus long terme. C'est des choses qu'il faut plutôt regarder sur, j'ai envie de dire, tous les 6 mois, tu vois, avoir des choses plus long-termistes, quoi. Parce que si on les regarde même tous les trimestres, parfois, c'est compliqué de changer l'objectif ou les KPI individuels tous les 3 mois. Je trouve ça un peu dur. On en reparlera, mais dans l'animation de l'équipe, il y a la partie incentive et puis il y a la partie Ouais. challenge. Moi, j'utilise le challenge commercial pour justement animer de manière cette fois-ci régulière et sans forcément toucher au KPI. D'accord, bah, écoute, tu me tends une perche, hein, donc dans l'animation de l'équipe, effectivement, tu vas avoir différents leviers de motivation. Est-ce que tu veux qu'on parle d'abord des incentives, et comment toi c'est quoi ta vision là-dessus? J'ai déjà rencontré des boîtes qui avaient des politiques d'incentives, assez originales, d'autres qui n'en faisaient pas, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, j'ai appris sur la partie incentive, par échec. Quand j'ai commencé à mettre des incentives, sur les équipes commerciales que j'ai pu manager, j'étais persuadé que, l'incentive individuel était, finalement suffisant et et motivant, pour tout le monde. Et donc, bah, ça suffisait et que ça allait permettre bah, tout le monde d'être performant, quoi. En me disant, «OK, ils ont tous leurs objectifs, on est tous là pour éclater les objectifs, donc allez, c'est parti, quoi». Et hem et puis ça marche pas. Donc là, tu te dis: «OK, comment je vais faire?» Tu commences à mettre, des objectifs avec des challenges un peu différents et cetera. Ça marche pas forcément mieux, en tout cas chez certains. Et en fait, je me suis rendu compte que, c'est cool d'avoir des objectifs, et de l'incentive individuel et c'est important parce que comme je dis souvent, c'est la rémunération de la performance. Donc la rémunération du travail, elle est faite, sur le salaire fixe et la rémunération de la performance, elle se fait sur la partie variable et sur l'incentive qu'on y accorde. Mais, je trouvais que c'était pas suffisant et que ce qui me manquait, c'était, le côté team spirit. En fait, j'avais des individualités et celui qui était, pas forcément à l'objectif et cetera, bah, en fait, il était tout seul dans son coin et en fait, les autres, bah, tant pis pour lui, quoi. Il est pas à l'objectif, il est pas à l'objectif, moi j'y suis, tant pis pour lui, quoi. Et donc je me suis dit: «OK, comment est-ce que je peux faire pour créer un truc un incentive qui va être
aussi capable d'emmener et d'embarquer tout le monde. Et donc, dans ce que j'ai fait et qui fonctionne bien, c'est que je propose à la fois de l'incentive individuel et de l'incentive collectif. Et l'incentive collectif, il est de dire, si typiquement, je dis n'importe quoi, on doit faire 100, toute l'équipe doit faire 100. Si on arrive à faire 100, mais que dans le lot, il y en a un qui a pas fait ses objectifs, etc. Tous ceux qui sont au-dessus de 100, eux, ils ont le booster, le truc qui permet, OK, on a fait l'objectif d'équipe, eux, ils ont un booster. Celui qui a pas fait l'objectif d'équipe, pas de souci. En revanche, si on est en dessous de l'objectif d'équipe à 4 jours et qu'il y en a un qui est un peu en sous-performance, mais si on l'aide, on va faire l'objectif d'équipe, en fait, tu te retrouves avec tous les autres sales qui veulent aider celui qui est un peu en retard, en se disant, mais en fait, si lui, on l'aide à atteindre son objectif, tout le monde atteint l'objectif collectif et donc tout le monde touche. Et en fait, ça a un côté entraide entre eux qui est ultra intéressant et qui permet de motiver et finalement de créer de la cohésion d'équipe qui peut manquer parfois aux équipes sales et qui pour moi est ultra intéressant pour aller chercher de la surperformance. Donc voilà, je suis un peu un partisan du double incentive individuel et collectif pour les équipes sales. Bah, écoute, très intéressant. J'en avais pas entendu parler. Enfin, si, j'en avais entendu un petit peu parler, mais de cette manière-là, non. Tu as parlé aussi de challenge. Donc, j'imagine là aussi, ça participe à la cohésion d'équipe. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples de challenge que tu as testés qui marchent plutôt bien sur, par exemple, des sessions de phoning ou sur d'autres types de Ouais. prospection, de closing? Est-ce que tu as quelque chose à nous donner là-dessus? Alors, sur le challenge, s'il y a des managers, des CEO qui écoutent et qui se disent, je sais pas trop quoi mettre en place en termes de challenge, j'ai un seul mot d'ordre pour moi là-dessus, c'est la stratégie qui doit définir le challenge. Je donne un exemple. Le ou la CEO explique à son manager commercial que sur les 6 prochains mois, ce qui est intéressant, c'est de faire de l'upsell sur les clients existants. Dans ces cas-là, on va conserver les KPI et les incentives classiques et on va mettre un challenge particulier en disant, mais là, pour les 3 prochains mois, celui ou celle ou les 3 premiers qui font le plus d'upsell sur les clients existants vont gagner un séjour, un week-end, un resto, peu importe. En tout cas, enfin voilà, on va mettre en place un truc un peu particulier. Et en fait, le gros avantage, c'est que on ne perd pas de vue l'objectif classique, nominal, mais en revanche, on va orienter dans la stratégie de l'entreprise sur des sujets qui sont importants pour le CEO. Si en fin d'année, ce qui est important, on se rend compte par rapport au BP que on n'a pas assez de nouveaux clients, bah, on peut très bien mettre un challenge en disant objectif doubler le nombre de rendez-vous sur les nouveaux clients. Donc hop, on met en place le challenge et on dit tous ceux qui arrivent à doubler sur toutes les semaines le nombre de rendez-vous sur les nouveaux clients, bah, dans ces cas-là, le premier, il prend 100 € de prime, le deuxième, il prend 50 et le troisième, il prend 30 €. OK, c'est cool. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure, tu drives à la fois l'équipe parce qu'ils se disent ah c'est cool, il y a des trucs en plus à gagner, etc. Et en même temps, bah, tu orientes par rapport à ton business. Donc moi, ça c'est un truc qui a toujours fonctionné et que je trouve très intéressant pour mettre en corrélation le business et l'équipe et les besoins en termes de stratégie. Très bien. Donc, j'ai vu sur LinkedIn que tu avais fait, donc et tu fais ça plusieurs fois par an, avec des entreprises, des sessions de prospection téléphonique avec les e-commerce. Ouais. Comment tu animes ces sessions-là? Ça m'intéresse parce que c'est toujours une question, qu'on a, comment je motive les commerciaux à faire de la prospection téléphonique? Et là, j'ai vu quelques Ouais. photos, ça avait l'air d'être assez fun. Est-ce que tu peux nous en Alors, dire 2 c'est fun. mots?
Ouais, c'est fun, et c'est en corrélation avec ce que tu viens de dire juste avant. En fait, on a plusieurs manières de faire des sessions. Donc, pour ceux qui savent pas, en moyenne, il y a entre 30 et 80 e-commerce dans une salle qui font tous de la prospection en même temps. Très souvent, les partenaires, ils viennent, ils nous disent non mais ça va pas, il y a beaucoup de bruit, etc. Je dis non, c'est normal, c'est fait, c'est de l'émulation, ça les oblige à être ultra concentrés sur ce que la personne dit au téléphone. Potentiellement, ils vont devoir baisser le son, etc. Donc déjà, je trouve que c'est cool quand tout le monde fait des sessions en même temps et au même moment, au même endroit. Ouais. Très souvent, je vois des entreprises qui font des sessions de prospection et ils vont tous dans des phone box pour faire leur session de call. En fait, moi, tout seul dans ma box, ça me fait pas rire du tout de faire du call, quoi. En revanche, quand j'en ai 5, 10 ou 15 autour de moi qui font du call, là, ça me motive, moi, à faire du call. Je trouve que c'est cool et ça donne une certaine émulation. Ça, c'est la première chose. Après, moi, en termes d'animation, j'ai un tableau et à chaque fois qu'il y en a un qui prend un rendez-vous, il vient au tableau, il sonne une cloche et il met son nom et il met le nombre de rendez-vous qu'il fait avec des bâtons, etc. pour dire bah voilà, j'en suis là. En début de session, pardon, mais c'est important, en début de session, on demande un objectif de rendez-vous global. Donc on se met d'accord sur un objectif. C'est pas moi qui le définis, c'est eux. Et de cette manière-là, alors bien sûr un objectif SMART. Il faut qu'il soit quand même ambitieux, etc. Parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc on cherche un objectif SMART. Et une fois qu'on a cet objectif SMART, je le note au tableau et chaque fois qu'il y a un rendez-vous, je diminue. Ce qui fait qu'on voit ce qui reste à faire et pas où on en est. Et donc ça, c'est assez motivant. Et la dernière chose, ce que j'ai fait dernièrement et qui a très bien fonctionné et que je trouve cool parce que ça donne envie, c'est que je leur ai demandé c'est quoi l'objectif. Donc je te dis n'importe quoi, ils m'ont donné un objectif genre 80 rendez-vous. Ok. Je leur ai dit bon bah 80 rendez-vous, ça c'est ce que vous voulez faire. Moi je donne un extra mile. Donc on donne 81 rendez-vous. On fait un de plus. C'est histoire de. Et je dis, quand on sera 81 rendez-vous, celui qui prend le 81e, je l'emmène au restaurant. Je l'invite. Mais s'il y en a un 82e, c'est le 82e que j'invite. Si j'en ai un 83e, c'est que le 83e. Et en fait, ce sera le dernier qui prend le dernier rendez-vous que j'invite au restaurant. Okay. En réalité, à 5 minutes de la fin, ils étaient genre à 80. Et puis, il y en a un qui en prend un 81e. Bah, je peux dire qu'ils étaient tous en train de se dire, attends, je veux le 82e. Mais j'en ai eu un qui a pris le 82e. Résultat des courses, j'en ai un qui a pris le 83, 84, 85. Et ils ont fini à 89 rendez-vous. Ok, pas mal. Voilà. Et ce midi, puisqu'il va être 15h, ce midi, j'ai déjeuné avec l'e-commerce qui avait pris le dernier rendez-vous. Et il me dit, franchement, c'était trop motivant, c'était trop cool, je suis trop content de déjeuner avec toi. Je me dis, moi, c'est cool. Ok. Et je me posais la question, j'ai regardé un peu, mais j'ai trouvé quelques petits trucs, mais je me posais la question un peu des outils pour gamifier ce genre de challenge, que ce soit sur une journée, une heure de prospection, voire sur plusieurs mois. J'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé des solutions qui s'apparentaient à ça, mais qui étaient soit pour les grands groupes, donc très chères, soit des solutions US, donc pas forcément évidentes à mettre en place dans notre environnement. Donc, est-ce que tu as des idées sur ce genre d'outils, un peu de gamification du challenge commercial? Alors, nous, on utilise Slack pour ça. En fait, avec le Covid, il a fallu se réinventer, puisqu'on avait des sessions de prospection où tout le monde était chez soi. Et donc, tu peux pas faire l'histoire du tableau où chacun vient mettre son nom, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que dès que tu prenais un rendez-vous, tu mettais une flamme en message sur Slack, donc la messagerie interne. Et en fait, tu voyais des flammes et le fait de voir les flammes qui passaient devant toi, bah, forcément, tu dis, ah, mon pote à côté, il a pris le rendez-vous, même si je suis pas avec lui. Je sais qu'il vient de le prendre, le rendez-vous, donc forcément, ça me motive à le faire, etc. Donc, sur l'instant, c'était un truc qui fonctionne bien et notamment des équipes à distance. Toutes les équipes sont pas forcément tout le temps au même endroit, etc. Et avoir ce genre de choses à distance, c'est plutôt intéressant et ça fonctionne plutôt bien. Et après, sur du plus long terme,
des choses plus sur du hebdo, mensuel ou trimestriel. Ce qui fonctionne bien pour moi, c'est le suivi du dashboard. Tu as un dashboard dans la salle, là, il est là, tu le vois tous les matins, etc. Alors, quand tu es en dessous, en général, les gens osent pas trop regarder le dashboard, mais quand tu commences à être dans les clous et à surperformer, t'inquiète pas que tout le monde te montre le dashboard en disant « T'as vu, je suis deuxième, t'as vu, je suis premier, machin, etc. » Donc, ça a aussi le côté émulation qui est intéressant. Et le dashboard, c'est un outil que tu utilises pour faire ce dashboard? Ouais, ça s'appelle le spreadsheet. Ah, OK. Euh, Non, parce que Non, ouais, j'avais vu une solution qui s'appelait Plecto, je crois, et qui permettait justement d'avoir un dashboard dynamique sur un écran et de comparer un peu les performances de chacun, de voir les performances évoluer au fur et à mesure des phoning. Toi, tu le fais avec un spreadsheet sur Google, En c'est ça? fait, ouais, en fait, t'as un spreadsheet et après, tu as une solution qui s'appelle GeckoBoard. GECKO Board. En fait, c'est un système de dashboard qui prend des sources de plein de sources, enfin plein d'origines différentes. Donc tu OK. peux avoir un peu de spreadsheet, tu peux avoir du HubSpot, tu peux avoir, enfin tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Et en fait, le gros avantage, c'est notamment par exemple sur une team, peu importe, pas que sales, hein, une team globale, vraiment une boîte au global, bah, tu peux avoir la performance, par exemple sur la rentabilité dans le mois. Donc là, tu as la partie finance. Tu peux avoir des KPI sur le recrutement, côté RH. Tu peux avoir, et ainsi de suite. Tu vois, tu peux Ouais, avoir le je nombre vois, de ouais. leads générés par le market et tout. Et en fait, ça met tout le monde. Bah, en fait, c'est pas, tu vois, on a souvent tendance à dire que la performance, elle est côté, entre guillemets, sales, mais en fait, tout le monde a des KPI, tout le monde a des objectifs, etc. Bah, en fait, là, avec ce type d'outils, tu les affiches dans la salle et tout le monde voit la performance globale de l'entreprise. Et je trouve que c'est assez cool et assez motivant. Et on n'a pas l'impression qu'il y a que les sales qui ont l'action pour faire bouger la boîte, mais tout le monde y contribue, quoi. Ouais, je suis sur leur site, effectivement, ça a l'air pas mal et effectivement, tu as, pour les produits, le support, le marketing, les sales, les investisseurs, ouais, pas mal du tout, ouais. Ouais, exactement. Bon, bah, merci pour cet outil, je connaissais pas. Écoute, Arnaud, on va arriver bientôt à 45 minutes d'entretien, donc on va passer aux questions de la fin. Peut-être que, dernière question sur ce sujet d'animation des équipes. Toi, en termes de management des points d'équipe, des points individuels, tu aimes bien faire quoi? Un point d'équipe au début de la semaine, un en fin de semaine, un journalier de manière, c'est quoi un peu ton parti pris là-dessus? Je pense que démarrer la semaine avec un point d'équipe sales, c'est cool parce que ça permet de lancer la semaine et de savoir, en gros, quels sont les gros sujets qu'il va y avoir dans la semaine. Ça permet d'échanger sur des rendez-vous un peu touchy où on a besoin d'avoir un peu de retour des uns des autres. Je vais aller sur ce rendez-vous-là. Est-ce que vous avez deux, trois conseils à partager, etc. Et là, le manager, il est pas là pour lui donner son avis, mais plutôt l'échange entre tout le monde. Donc je trouve que ce truc-là, il est pour moi intéressant dans le partage entre tout le monde. Il ne faut pas que ce soit trop long, Ouais. ni que ça dure, ni que ce soit, comment dire, le café du commerce, mais un truc assez rapide et assez efficace. Et après, alors je suis en train de changer là-dessus. Je faisais des one-to-one réguliers avec, ça pouvait être toutes les semaines ou tous les 15 jours avec, suivant la taille de l'équipe sales que j'ai pu avoir. Et je faisais pareil il y a encore une semaine chez Iconoclast et on a décidé de changer et on fait plus de one-to-one, en tout cas plus de manière synchrone. On veut plus avoir ces meetings-là dans nos agendas. En revanche, on a tout dans Notion. On OK. a tout en asynchrone dans Notion. Et en revanche, on se voit uniquement s'il y a des sujets sur lesquels c'est important de se voir. Et la règle, c'est que on ne doit pas attendre plus de 48 heures quand il y a un sujet. Il faut qu'on se voit dans les 48 heures pour que ça avance. Parce que sinon, mon agenda, mon agenda pourrait faire qu'on se voit dans une semaine. Donc on s'oblige à se dire s'il y a un sujet, il faut qu'on trouve un créneau dans les 48 heures pour se voir. Et comme ça, on est sûr que le sujet est traité. D'accord, et quand tu dis des points asynchrones dans Notion, c'est quoi? C'est juste, des écrits ou c'est des vidéos? Ouais.
Non, aujourd'hui, c'est que des écrits. Peut-être que c'est nouveau, hein, donc on est en train de le mettre en place. Je suis pas sûr que la vidéo soit pertinente, mais peut-être, on essaiera, tu as peut-être raison, j'y avais pas pensé. On va peut-être se mettre à la vidéo pour se donner des messages. Mais non, non, pour le moment, c'est que des écrits en disant, voilà où j'en suis, voilà ce qu'il me reste à faire, j'ai besoin d'attention sur ça et je vois avec un tel sur tel truc et cetera, tel sujet. Enfin voilà, c'est plutôt, en fait, ça évite le reporting qui fait juste du reporting, tu vois, et dans lequel tu perds du temps pour finalement pas grand chose et qui peut être lu. Et ben là, on le fait dans Notion. L'avantage, c'est que on peut être tagué, etc. Et donc forcément, on a cet échange asynchrone qui est facile. Et quand on a besoin de se voir, en revanche, là, on s'oblige à se voir quand on a besoin, en se disant, là, il y a un sujet, maintenant on se voit. OK, très bien, très intéressant parce que c'est vrai que souvent on entend plutôt les head of sales faire des points donc d'équipe bien sûr, mais aussi individuels, comme tu dis en one to one assez régulièrement quoi. Donc, ça toi tu penses qu'on peut l'améliorer avec ces points synchrone? On en reparle dans quelques mois, je Ouais, te dirai si ça a été tu performant. Mais en tout cas, alors d'un point de vue manager, ça m'a libéré du temps et d'un seul coup, j'ai eu mon agenda qui s'est libéré parce que je me suis dit: «Ah, c'est cool». En fait, j'avais 5-6 heures dans ma semaine qui étaient déjà calées juste avant même que je démarre une semaine, classique, toutes mes semaines, j'avais 5-6 heures qui étaient calées sur ça et franchement, la plus-value de ces 5-6 heures, réelles, elle n'était pas tout le temps évidente. Et donc, on a fait le point en codir avec tout le monde là, enfin, et on s'est dit en fait c'est vrai pour tout le monde. Viens, on essaie de les enlever, on regarde ce que ça donne. Donc on est en train de le faire et je te dirai bientôt ce qu'il en est. OK, bah, écoute, ça fera l'objet d'un deuxième épisode, de podcast. Écoute Arnaud, c'est très clair, on va passer aux questions de la fin, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur ce sujet d'animation d'équipe? Non, rien, rien du tout. Je pense qu'après il faut être juste sur l'animation d'équipe. Je pense qu'il faut aussi parfois être imaginatif, se dire tiens, je vais tester un truc, je vais voir ce que ça donne. Et dire j'ai un problème d'équipe sur ça, 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 j'arrive pas à le faire. Ok, comment est-ce que je peux mettre en place quelque chose qui va débloquer ce truc-là, etc. C'est comme ça qu'est arrivé pour moi l'incentive d'équipe. Juste à un moment, j'avais un problème et je me suis dit comment je fais pour pas laisser quelqu'un sur le bord de la route, mais faire que tout le monde a envie d'aller aider le pote à côté qui lui est peut-être en difficulté. Bah c'est voilà, j'ai trouvé cette solution-là. Il y en avait peut-être d'autres, mais je pense qu'il faut être imaginatif pour animer son équipe commerciale. OK, bah, écoute, merci pour, tous ces conseils que vous allez pouvoir mettre en place avec vos équipes. Rapidement, les questions de la fin, en termes de contenu, bon, tu en as déjà parlé dans d'autres podcasts, mais est-ce que tu as des choses à conseiller en ce moment aux auditeurs qui veulent progresser? Alors, je suis un consommateur de podcasts. Je ne lis pas et je consomme très peu de vidéos sur les sales, le management ou quoi que ce soit. En fait, je trouve que ça prend trop de temps. Donc, le seul truc, c'est que le podcast, je peux le faire sur le vélo. Je Ouais. mets mes écouteurs et je le fais sur le vélo. Donc, ça, c'est cool. C'est pour ça que je consomme du podcast. Donc, non, non, à part les podcasts, forcément, les héros de la vente. J'ai le podcast d'Elric dont je parle souvent. The Sales Game? Et ouais, The Sales Game, exactement. Et puis dans l'arène aussi, que j'écoute régulièrement. OK. Tu fais du vélo pour venir au bureau ou tu fais du vélo, en mode, vélo de Non, non, course, alors, pour venir au bureau, et je le fais avec Julien, qui est un de mes collègues, et il me récupère le matin et on rentre le soir. Et c'est un moment, si je suis tout seul, bah, j'écoute du podcast. Si je suis avec lui, en général, on bosse en vélo. Ouais, ouais, mais en fait, c'est un super moment pour notamment débriefer de la journée, les trucs machin, et on itère beaucoup pendant ces moments-là. Donc voilà, c'est un truc qu'on aime beaucoup faire. Et en ce moment, il s'est blessé, donc il peut plus le faire. Et moi, je suis feignant quand il le fait pas, donc je viens moins en vélo. OK. Et on s'appelle en se disant le débrief nous manque, donc reprenons vite le vélo. OK. Et c'est quoi comme vélo, juste pour info?
Moi, c'est un vélo, tout ce qui est de plus classique. Ouais. Lui, c'est un vélo à assistance électrique, Ah ouais, le un tricheur. cow-boy. Un Ouais, c'est un cow-boy, ouais. tricheur. Ouais, c'est un tricheur. Ouais, c'est marrant, j'ai écouté un podcast justement sur le fondateur de Cowboy dans Génération Do It Yourself. C'est passionnant, ces aventures industrielles de création d'un hardware avec du software. Donc, ok, Cowboy, super, un super vélo. Ouais. Après, bah, donc, ça fait partie de ma prochaine question. Est-ce que tu as des routines quotidiennes ou des outils qui t'aident à être efficace? Donc, le vélo, j'imagine. Est-ce que tu as d'autres Ouais. choses? J'essaye, mais le temps est parfois difficile parce que je suis papa depuis 15-16 mois de 2 jumelles, donc j'ai encore moins le temps, mais j'essaye d'aller à la piscine le matin. J'aime bien y aller le matin parce que ça me permet de vider l'esprit avant même de démarrer ma journée en mode ok, et en fait je pense à pas grand chose, ou je pense à plein de choses d'ailleurs, ça dépend des moments, mais en fait je sais pas, je trouve que c'est un moment qui me permet de démarrer mes journées en général quand je vais faire un coup de piscine avant de venir au bureau. En général je suis assez content. Ma journée démarre plutôt bien. Et après, j'ai pas d'appli ou de logiciel, particulier, dans mes routines. Il y a qu'un truc, c'est que, j'ai un truc qui existe depuis, je pense, 10-15 ans, ouais, plus de 10 ans dans mon agenda. Tous les matins, j'ai un petit pop-up dans mon agenda pour démarrer la journée qui dit: «Ne lâche rien». Donc, voilà, je sais pas, je l'ai tous les matins, et parfois je le vois, parfois je le vois pas, mais quand je le vois, je me dis: «Ouais, ce matin, allez, on lâche rien». Voilà, Pas mal. c'est le petit truc. Bonne technique de persuasion Ouais, mentale. ouais, c'est ça, exactement. La méthode Coué, c'est ça? On appelle ça La comme ça? méthode Coué, ouais, exactement. Ok. Bon, très bien. Écoute, Arnaud, il me reste 2 questions et après je te libère. Donc, est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas aujourd'hui que tu aimerais bien acquérir? Et dernière question, qui aimerais-tu inviter dans ce podcast? Une compétence que je n'ai pas, que j'aimerais bien acquérir, ouais, il y en a plein. Il y a Ouais, j'ai j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai développé et j'ai détesté ça. Et aujourd'hui, je pense que j'aimerais bien m'y remettre parce qu'il y a plein de trucs que j'aimerais automatiser dans la partie sales, pour faciliter ma vie au quotidien, etc. Et je me dis que je le fais, mais avec de la bidouille, tu vois. Mes spreadsheets, c'est des usines à gaz, etc. Donc je me dis que ouais, rebosser le développement, c'est un truc qui si j'avais le temps, etc., bien aimé rebosser là-dessus. Voilà. Et ta dernière question, c'est qui, qui tu inviterais-tu dans ce podcast? euh, qui j'inviterais, un ancien sales, avec qui j'ai travaillé quand j'étais chez Wisely, qui est passé par 360 Learning, où il a monté l'équipe BDR, qui aujourd'hui a monté une structure pour optimiser la performance des commerciaux, etc. Quentin Préchou, il est à Nantes, et bon, c'est à la fois une personne avec qui je bosse régulièrement, mais c'est aussi un ami, et je pense qu'il a plein de choses intéressantes sur le métier de sales, pour échanger avec toi. Ouais, Quentin, on a fait quelques échanges effectivement de messages. J'ai fait passer un de mes commerciaux chez YouMind School. À un moment donné, Quentin bossait avec YouMind School. Ouais, exactement. Donc, c'est quand il était chez eux. Donc je le connais un petit peu, ouais. Donc il doit me connaître aussi. Ouais, je On fera pense. un épisode sans doute, ouais. Ok, bah écoute, merci Arnaud Sinon pour Elon ouais. Musk, pardon, sinon Elon Elon Musk. Musk. Ouais, Eh ben, en ce moment, c'est pas mal. Je pense que ça peut être un ouais, écoute, bon. ça peut être un bon sales peut-être. Ouais. Écoute, Ouais, c'est ça dans peut ma être to-do ça. list. Super. Bah, écoute, top. Ouais, je pense que ça peut être intéressant, Elon Musk. Bon, ok. Ouais, c'est vrai que ça doit. Mais en plus, tu as des podcasts, hein, notamment un avec Tim Ferriss Ouais, qui dure 3 heures, je crois. Et toujours intéressant d'écouter ce qu'il a dans le cerveau. Ouais. ouais.
Exactement. Bah écoute Arnaud, on a fini. On arrive presque à l'heure d'épisode. Donc merci encore pour tous ces conseils. Si on veut te joindre ou avoir des infos sur Iconoclast, on va sur iconoclast.com, c'est ça, ou sur LinkedIn. .eu. Iconoclast.eu. Et oui. Iconoclast.eu sur mon profil LinkedIn sans aucun souci. Et puis sinon. Voilà, n'hésitez pas par message, etc. Il y a aucun souci. Sur Twitter ça marche, aussi. Arnaud. Voilà. Ok. Merci pour l'invitation, Alexandre. C'était très très intéressant et très sympathique. Donc merci pour l'accueil. Ouais, ben merci à toi. Je vais arrêter l'enregistrement. Ne quitte pas tout de suite le temps que le fichier s'enregistre sur le logiciel. Et si vous avez aimé, notez l'épisode, partagez-le et abonnez-vous aussi aux Chroniques de la Vente, qui est la newsletter qui complète le podcast Les Héros de la Vente. Arnaud, à bientôt. Merci Alexandre. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez Les Héros de la Vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant 2 ans. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 € sur notre site internet vyfe.fr, vyfe.fr. Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VYFE20. Donc V majuscule YFE 20 et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde.